Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce rendez-vous copro sur l'installation de panneaux photovoltaïques en copropriété. Donc nous allons commencer cet événement. Je vous propose de prendre connaissance de ces éléments-là, notamment que vous ne pourrez pas participer à l'oral à ce webinaire. Donc je vous demande de poser vos questions dans la partie Q&R de votre Zoom. Donc je vais vous expliquer le programme de cet après-midi. Donc je vais déjà vous présenter les grands éléments sur l'Agence parisienne du climat et notre conseil. Ensuite, nous aurons une intervention de monsieur Alexandre Goncalves du bureau d'études Rhizome pour son expertise sur la pose de panneaux photovoltaïques et sa faisabilité. Nous aurons ensuite un retour d'expérience de monsieur Vaudot, donc qui a installé des panneaux photovoltaïques dans son immeuble. Nous finirons par la partie questions-réponses. Donc vous pouvez au fur et à mesure poser vos questions dans la partie Q&R, mais nous y répondrons principalement à la fin des deux interventions. Donc, l'Agence parisienne du climat, elle a trois objectifs. Donc, informer les Parisiens propriétaires et occupants sur toutes les thématiques climat pour accélérer la transition énergétique. Et donc, dans ce cadre, nous animons un certain nombre d'événements, de documents pour vous accompagner. Donc, la première étape, si vous souhaitez avoir des conseils de manière générale, et vous allez voir, on va vous le reproposer, c'est de vous inscrire pour des rendez-vous plus personnalisés, notamment par le biais de la plateforme InfoConseil. Pour des questions spécifiques à votre copropriété, ce qui est en général votre cœur de sujet. Donc, nous avons l'outil Coach CoPro, qui nous permet de vous mettre en relation avec les professionnels. Nous, derrière, on vous accompagne sur vos projets du début à la fin, et là, on vous fait vraiment du conseil personnalisé en fonction de vos besoins. Et ce, quel que soit le sujet, que ce soit de la rénovation énergétique ou, comme vous le voyez aujourd'hui, les questions de panneaux photovoltaïques. Donc, cette plateforme Coach CoPro, elle contient également un annuaire des professionnels. Donc, ce sont tous des professionnels que nous connaissons, qui ont une expérience en copropriété et en rénovation énergétique validée. Dernier outil très intéressant pour vous accompagner sur vos projets, c'est la carte des copropriétés rénovées. Donc, c'est une carte qui vous permet de visualiser des projets qui sont soit en cours de travaux, soit finis. Vous pouvez trier les projets en fonction des caractéristiques de votre copropriété, et nous ajoutons des exemples au fur et à mesure des projets. Donc, vous avez notamment les différents critères. Ça peut être les types de travaux prévus dans ces projets-là. Donc, dans ce PowerPoint que je pourrais vous transmettre après le rendez-vous, je vous remets donc les liens vers la plateforme Coach CoPro pour ce premier contact copropriété, l'annuaire des professionnels et la carte des copropriétés rénovées. Donc, j'en profite pour vous inviter dès à présent à vous inscrire pour avoir le PowerPoint de retour suite au rendez-vous copro. Donc, je vais vous mettre régulièrement un lien dans le chat pour que vous puissiez remplir ce questionnaire de satisfaction avec la demande de PowerPoint. Je pense que monsieur Goncalves, pardon, vous allez pouvoir intervenir. Allez-y, je vous laisse faire. Merci et bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui.
Ok, très bien. Alors, on va commencer. Donc, oui, je suis Alexandre Goncalves de la société Rhizome. Et donc, j'interviens aujourd'hui sur ce sujet de projets solaires en copropriété, spécifiquement centré sur les panneaux photovoltaïques. Alors, je vous propose dans un premier temps de vous présenter très rapidement Rhizome et ensuite d'aborder les différentes étapes d'un projet solaire, la partie financement et on finira par deux retours d'expérience que je vous propose de vous présenter. Voilà, alors pour commencer rapidement sur Rhizome, alors Rhizome a été créé en 2009, donc nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des copropriétés, dans leur réflexion sur leur patrimoine immobilier. Voilà, donc nous sommes un bureau d'études et donc en 2014, nous avons créé un pôle donc, spécialisé dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc pour accompagner les copropriétés, puisqu'on s'est rendu compte que finalement, les copropriétés étaient finalement des clients qui n'avaient pas forcément eux-mêmes les compétences pour mener des projets de rénovation énergétique. Donc, notre mission consiste vraiment à conseiller les copropriétaires dans leur seul intérêt, de manière indépendante des missions de la maîtrise d'œuvre et des entreprises de travaux, et donc ainsi être un véritable tiers de confiance de la copropriété. Donc, nous avons mis en œuvre une méthode adaptée qui inclut une ingénierie financière poussée et une forte mobilisation des copropriétaires, ce qui a conduit de nombreuses copropriétés déjà à réaliser leurs travaux. Donc, nous réalisons aussi des études d'ingénierie plus générales, donc de type audit énergétique, audit global, ou des études de faisabilité sur les panneaux photovoltaïques, par exemple. Nous sommes certifiés donc RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Et donc, nous intervenons aussi auprès des institutionnels pour défendre l'intérêt des copropriétaires. Donc, dernièrement, ça a été notamment sur la réflexion autour de MaPrimeRénov'. Alors, rapidement en chiffres, donc Rhizome, c'est plus de 1400 logements qui ont voté leurs travaux de rénovation énergétique, qui sont aujourd'hui en chantier ou terminés, plus de 1500 qui se préparent à engager leurs travaux et plus de 5000 qu'on a accompagnés dans leur diagnostic. Donc, nous avons obtenu quelques prix, notamment lors des trophées Coach CoPro organisés par l'Agence parisienne du climat, donc en 2019 et en 2021. Donc voilà pour la présentation de Rhizome. Je vous propose de passer aux étapes d'un projet solaire. Alors, ce sont des étapes qui nous semblent cohérentes selon nous, mais bien sûr, c'est un ordre qui peut varier selon les opérations, car finalement, ce que l'on définit au début, ce n'est pas forcément ce qu'on réalise à la fin. Donc, voilà, on propose de commencer par la définition du besoin. Alors, il faut bien comprendre que souvent, les projets solaires en copropriété, ça concerne plutôt les copropriétés déjà engagées dans une démarche de diminution des consommations d'énergie, donc des copropriétés qui ont déjà fait leur rénovation énergétique ou isolé les façades, ou alors qui intègrent justement les énergies renouvelables dans leur projet de rénovation globale. Donc, c'est en quelque sorte pour les copropriétés qui souhaitent aller plus loin. Alors, dans la définition du besoin, si vous souhaitez finalement produire de l'électricité, alors on se rend plutôt vers des panneaux solaires photovoltaïques, ce qui est l'objet de ce webinaire. Si c'est plutôt pour produire de la chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, donc c'est plutôt des panneaux solaires thermiques. Et si on est plutôt sur les deux, on est du coup sur des panneaux solaires aérovoltaïques, donc qui sont un mixte en fait entre le solaire et le photovoltaïque. Donc ils produisent de l'électricité par la partie qui est exposée au soleil, et l'autre face intérieure récupère l'air chauffé pour du coup le chauffage et le chaud sanitaire. Alors pour la définition du besoin, c'est pas toujours évident pour une copropriété. Nous on préconise vraiment d'être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage pour se faire conseiller, donc qui pourra conseiller sur le besoin, mais également sur le choix des bons intervenants pour mener à bien le projet. Une fois qu'on a défini le besoin, on peut parler de la définition de la méthode d'exploitation. Donc, sur les panneaux photovoltaïques, on a trois possibilités pour l'électricité qui est produite finalement. Ou bien on la revend, en revente totale,
ou bien on est sur de l'autoconsommation, et en autoconsommation, donc il y a deux types d'autoconsommation. L'autoconsommation avec vente du surplus, donc le surplus d'électricité qui est produite est revendu, et ou l'autoconsommation avec stockage du surplus, donc avec des batteries qui vont finalement stocker le surplus. Donc l'autoconsommation, qu'on soit bien clair, c'est le fait de consommer sa propre production d'électricité, qui est produite à partir de l'énergie solaire. Et donc ça permet d'utiliser une énergie non polluante et abondante, et ainsi réduire la dépendance vis-à-vis du réseau national d'électricité. Voilà, donc cette méthode d'exploitation, bien sûr, elle peut être définie un peu plus tard. On peut, dans l'étude de faisabilité, étudier différents types d'exploitation. Mais voilà, c'est une question qu'il faut déjà se poser assez en amont. Donc, je parlais de l'étude de faisabilité. Donc, selon nous, c'est l'étape suivante, donc de choisir un prestataire qui peut réaliser cette étude. Et donc, l'AMO pourra vous conseiller sur le choix de ce prestataire, ou pourra lui-même réaliser cette étude de faisabilité. Donc, la première partie que j'ai appelée intégration architecturale et technique, l'objectif, c'est de définir où est-ce qu'on implante les panneaux, sur quel bâtiment, si une copropriété est composée de plusieurs bâtiments, et donc comment, par quels moyens techniques. Je vous ai mis une petite coupe un peu technique qui définit comment, en fait, c'est un exemple d'accroche de panneaux, donc quel type de moyens on peut utiliser pour intégrer ces panneaux. Une fois qu'on a défini où est-ce qu'on les intégrait et par quel type, on peut commencer à parler de dimensionnement et de production. Donc définir combien de panneaux on peut mettre et quelle va être finalement la production de ces panneaux. Donc on définit le nombre de modules qu'on peut installer. Selon le type de module, donc on a des modules qui sont plus ou moins performants, donc avec une puissance en bois de crête plus ou moins différente. Et après, grâce à des logiciels de simulation, on va estimer la production des panneaux photovoltaïques, la production qui peut être apportée. Donc une fois qu'on a défini où est-ce qu'on les installait, comment et quelle production on va pouvoir avoir, on va ensuite déterminer la rentabilité financière du projet. Donc, estimer en quelque sorte le chiffre d'affaires de l'installation. On peut être en revente totale ou en autoconsommation. Estimer le coût de l'installation et ainsi définir un temps de retour sur investissement. Donc, je vous ai mis un petit tableau, un petit exemple d'études qu'on avait fait chez nous. Voilà. Et donc, une fois qu'on a le chiffre d'affaires de l'installation et le coût, on peut définir ce temps de retour sur investissement. Et donc, du coup, c'est vraiment l'étude de faisabilité qui permet de déterminer l'intérêt d'un projet. Donc, c'est vraiment une étude très importante. C'est celle qui va permettre de valider le projet lors de l'étape suivante. Donc, valider définitivement les aspects techniques, donc le nombre de modules, l'implantation, et les aspects financiers, donc le budget nécessaire pour les travaux et de quelle façon on va les exploiter. Est-ce qu'on va revendre totalement l'électricité ou est-ce qu'on va autoconsommer une partie? On passe ensuite à l'approbation du projet en assemblée générale des copropriétaires. Et ensuite, il faut donc choisir une entreprise de travaux, donc consulter les entreprises pour déterminer celle qui réalisera l'installation de ces panneaux. Alors souvent, il y a des entreprises qui réalisent à la fois l'étude de faisabilité et les travaux. Donc ça existe, il faut savoir. L'étape suivante, une fois que le projet est approuvé, c'est de lancer les démarches administratives, donc la déclaration préalable auprès de la mairie, donc qui va donner l'accord sur le projet. C'est important aussi de réfléchir à ça assez en amont, puisque si on sait que ce ne sera pas possible d'installer des panneaux, que la mairie ne l'autorisera pas, ça ne sert à rien de se lancer dans une étude de faisabilité finalement. Et également au niveau des démarches administratives, donc si on est en revente totale ou revente du surplus, le contrat de revente avec EDF, obligation d'achat. Il faut faire attention, ce sont des démarches qui peuvent être assez longues, donc notamment avec EDF pour finalement amener le réseau électrique jusqu'à la limite de copropriété ou pour mettre en place le contrat, ça peut être assez long. Donc, ce sont des démarches importantes. Et enfin, une fois que tout est validé, on peut se lancer dans la réalisation des travaux. Donc là, je vous ai mis un exemple de photos donc de travaux qu'on a suivis en installation de panneaux photovoltaïques dans Paris.
Donc voilà pour les étapes. Donc comme je vous le disais, c'est une proposition de notre part. Ça peut être différent d'une opération à l'autre. Alors maintenant, je vous propose de passer à la partie financement du projet. Donc comment le financer, à quelles aides ai-je droit? Alors tout d'abord, je parlais d'obligation d'achat tout à l'heure. Donc en fait, dans le cadre de la politique énergétique et environnementale, l'État français a choisi de soutenir le développement du solaire photovoltaïque, donc avec un dispositif de soutien qui prévoit des tarifs d'achat en guichet ouvert. Donc en fait, pour toute installation implantée sur un bâtiment dont la puissance installée est inférieure à 100 kW/crête, toute installation de ce type est éligible à l'obligation d'achat. C'est-à-dire qu'EDF va être obligé de racheter l'électricité produite ou le surplus. Donc, on parle de hausse du seuil à 500 kW/crête en 2021, mais il ne me semble pas qu'il y ait une date qui a été définie dernièrement. Donc, on est souvent sur des contrats d'achat d'une durée de 20 ans, avec des tarifs d'achat qui diffèrent selon la puissance des installations et selon l'usage. Par exemple, si on est en autoconsommation avec revente du surplus, on va avoir un prix de revente au kilowattheure qui est inférieur au tarif de vente total. Donc 6 centimes, par exemple, pour une installation de 100 kW/crête, 6 centimes du kilowattheure et plus de 10 centimes en revente totale. Pour l'autoconsommation, on a également la prime à l'autoconsommation, qui existe depuis le 10 mai 2017. On rappelle que l'autoconsommation, c'est le fait de consommer sa propre production d'électricité. Et donc voilà, les installations qui permettent l'autoconsommation sont éligibles à une prime à l'investissement. C'est une prime qui est dégressive et variable en fonction de la puissance de l'installation. Donc vous avez un petit tableau qui récapitule en fonction de la puissance la prime à l'installation. Et donc elle est répartie sur les 5 premières années de fonctionnement. Et c'est une prime qui est versée automatiquement par EDF obligation d'achat en même temps que vos revenus générés par la vente de votre surplus. Donc, si on prend l'exemple d'une installation de 100 kW/crête, c'est une prime à l'autoconsommation du coup de 8 000 €. Il y a ma prime Rénov', copropriété, mais malheureusement qui ne concerne pas les panneaux solaires photovoltaïques. Les installations éligibles sont seulement le solaire thermique et le solaire aérovoltaïque. Donc, avec des conditions qui sont de réaliser un minimum de 35% de gain énergétique après travaux. Donc, souvent, il faut coupler le projet solaire avec d'autres interventions pour atteindre ce seuil de 35% et ainsi bénéficier de l'aide financière de 25% du montant des travaux avec les bonus qui sont possibles, notamment pour les modestes et très modestes, et le financement d'une partie de la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Au niveau de la TVA, donc pour le solaire thermique et aérovoltaïque, on a une TVA qui est réduite à 5,5. Sur le solaire photovoltaïque, on a une TVA à 10% pour les petites installations, donc jusqu'à 3 kW/crête. Donc ça va plutôt concerner les maisons individuelles ou les petites copropriétés. Sinon, on est sur une TVA à 20%. On peut également bénéficier d'aides locales. Alors, il faut le savoir, les collectivités ont des objectifs chiffrés en matière d'énergie renouvelable. Et donc, il y a des appels à projets qui sont lancés régulièrement. Donc, il faut vraiment se renseigner. Donc, dernièrement, notamment, il y avait eu un appel à projet de la région Île-de-France qui se terminait fin 2020 dans le cadre de la stratégie énergie-climat, donc pour financer des projets solaires en Île-de-France. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est la partie tiers financement. Donc, le tiers financement, c'est en fait de louer sa toiture à un tiers qui va du coup financer l'intégralité du projet solaire, mais par contre exploiter lui-même l'installation. Donc, il va gérer l'exploitation et la maintenance. Donc, en fait, c'est un bail qui est passé entre le tiers et le syndicat des copropriétaires. C'est souvent une durée qui va autour de 20 ans. Et en fait, au bout des 20 ans, la copropriété peut devenir propriétaire de l'installation, ce qui du coup peut être intéressant lorsqu'on engage un projet à long terme. Ce qui est surtout intéressant, c'est que ça a un coût zéro pour la copropriété. Et donc, il y a plusieurs opérateurs en Île-de-France qui proposent ce type de financement.
Donc voilà pour cette partie. Je vous propose de passer à la première étude de cas, donc qui concerne la résidence Bouillé-Branchon dans le 15e arrondissement de Paris. Donc je vous en présenterai deux. Donc cette étude de cas, c'est des panneaux solaires photovoltaïques en revente totale à EDF. Donc un petit point rapide sur la copropriété. Donc c'est 133 logements avec des commerces à rez-de-chaussée et 3 niveaux de parking en sous-sol. Beaucoup de copropriétaires bailleurs, comme c'est souvent le cas dans Paris, donc 66%, et une petite part de copropriétaires qui étaient éligibles à des aides individuelles qui dépendaient des revenus. Donc une petite vue aérienne de la copropriété. En fait, c'est un immeuble des années 70 qui avait été correctement entretenu, mais qui est accusé d'un vieillissement naturel de ses enveloppes, donc que ce soit les enveloppes verticales, donc les façades, ou les enveloppes horizontales, les toitures. Et donc, il y avait une nécessité d'un ravalement pour cette copropriété, ce qui l'a poussé à se lancer dans un projet de rénovation globale qui inclut des énergies renouvelables. C'est le besoin de ravalement qui a entraîné une rénovation globale et donc ils ont décidé d'intégrer le photovoltaïque dans cette rénovation globale. On avait des pathologies assez importantes en surface des balcons, donc c'est assez classique sur les bâtiments de ces années-là. Je vous présente rapidement les interventions qui ont été faites sur les façades, mais ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Voilà, on a isolé l'intégralité des façades, donc on a fait appel à un maître d'œuvre qui est assez expérimenté dans le domaine, donc le groupe AEM, qui a choisi des techniques adaptées. Donc ici, une isolation différenciée des façades. Par exemple, on va mettre un isolant plus performant en fond de balcon afin d'avoir une épaisseur plus faible et ainsi perdre moins de surface dans les balcons. Et sur les façades plus classiques, on met des isolants plus épais de ce type-là. On a également remplacé les garde-corps, fait l'étanchéité des balcons, les sous-faces et remplacé les fenêtres à simple vitrage. Une petite photo rapidement après travaux. On voit ici qu'on n'a pas transformé l'immeuble sur les enveloppes verticales. Au plan architectural, l'immeuble semble le même, mais en neuf, finalement. Et pourtant, il est très isolé, puisqu'on atteint le niveau bâtiment basse consommation. Bon, on va plutôt se concentrer plus en détail sur les toitures, où du coup, grâce à ce projet de rénovation globale, la copropriété a obtenu des subventions publiques. Donc, il me semble que c'était autour de 400 000 € de subventions qui ont été obtenues et qui ont du coup permis d'engager des actions vertueuses en termes de développement durable. Donc, avec, pour le grand bâtiment, une surtoiture avec l'installation de photovoltaïque et pour le plus petit bâtiment, une végétalisation. Voilà, donc c'est vraiment l'intégration du projet des énergies renouvelables dans la rénovation globale. C'est la rénovation globale qui permet d'obtenir des subventions qui financent du coup ces opérations vertueuses et donc qui permettent d'aller plus loin dans la rénovation énergétique. Donc une petite photo de la toiture avant travaux. Donc en fait, on avait ces poutres retroussées qui posaient un problème pour le traitement de l'étanchéité, puisqu'en fait, on avait besoin de faire de nombreux relevés d'étanchéité, donc ça coûtait assez cher. Donc on a eu l'idée de travailler sur une surtoiture en aluminium qui vient finalement jouer le rôle d'étanchéité et sur laquelle c'était par la suite très facile d'installer des panneaux photovoltaïques. Donc, comme vous pouvez le voir, avec un système d'accroche que vous voyez au niveau des accrotaires qui sont très simples, donc c'est des sortes de pinces. Voilà, donc on a vraiment des panneaux qui sont intégrés architecturalement au bâtiment grâce à la surtoiture qui joue le rôle d'étanchéité. Vous avez encore une photo ici, des panneaux sur la surtoiture, et j'ai une petite vidéo, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, donc filmé au drone. On voit les panneaux, on voit un peu mieux les panneaux installés. Donc, il a fallu quand même revoir les caissons de VMC, les déplacer sur le cheminement central pour pouvoir installer la surtoiture et les panneaux par-dessus. Si on rentre un peu plus en détail sur l'aspect technique de l'installation, c'est plus de 270 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui ont été installés, donc 164 modules, une puissance de 46,7 kW crête, un rendement de 17,2%, donc c'était en 2016 2016-2017 que les travaux ont été faits, donc
Aujourd'hui, on fait des panneaux qui ont des rendements meilleurs que ça. Donc, on est parti sur un fabricant français qui est Voltec Solar, donc qui proposait une garantie produit de 20 ans et une garantie rendement de 25 ans. Donc, c'est ce qui nous semblait assez intéressant pour la copropriété. Au niveau de l'aspect financier, donc, le coût total de l'installation, c'était 80 000 euros TTC. Donc, 80 000 euros, ça inclut toute la fourniture, la main-d'œuvre, les cheminements de câbles, tout ce qui est électrique, et donc le cheminement jusqu'à la limite de copropriété. Du coup, il a fallu creuser une petite tranchée pour passer les câbles jusqu'à la limite de copropriété. On est sur un contrat de revente avec EDF, obligation d'achat sur 20 ans, à prix fixe, ce qui fait que l'installation permet de générer, d'après les estimations qu'on avait fait, entre 5 000 et 6 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, d'après les retours qu'on a eus sur année complète, on était à plutôt presque 7 000 euros sur la première année, alors que nous, on avait plutôt estimé autour de 6 000 euros sur les premières années, et du coup, un chiffre d'affaires qui diminue au fil des années en raison du rendement qui diminue des panneaux. Donc, voilà, il y a un contrat de maintenance annuel d'environ 600 euros, donc c'est une maintenance préventive, c'est une fois par an, nettoyage et vérification que les panneaux et les onduleurs fonctionnent correctement. Ce qui fait qu'on est sur un temps de retour sur investissement d'environ 16 ans sur cette installation. Donc, c'est plutôt intéressant puisque le temps de retour sur investissement est inférieur à la garantie produit, qui est de 20 ans. Aujourd'hui, en 2021, on peut certainement faire mieux en temps de retour sur investissement sur ce type d'installation photovoltaïque. Rapidement, pour vous montrer l'étiquette avant travaux et après travaux, donc on était à 169, on passe à 76. Donc, ce n'est pas seulement dû, bien sûr, aux panneaux photovoltaïques, c'est dû au projet global. Mais voilà, ça vous donne une idée. Les panneaux y ont contribué et voilà les niveaux qu'on peut atteindre sur ce type de projet qui vont assez loin dans leur démarche. Voilà pour cette copropriété. Je vous propose de passer à la deuxième étude de cas, donc la résidence Les Hauts-de-Sèvres, qui est dans les Hauts-de-Seine, qui n'est pas à Paris, mais dont la méthode que nous avons mis en place est différente du projet précédent et surtout est réplicable, puisqu'on est sur un tiers financement. Donc c'est réplicable dans Paris. Et c'est une copropriété qui est actuellement en travaux. Donc on a 9 bâtiments. 250 logements, donc 9 bâtiments autour d'un parc arboré. Vous voyez donc les façades avant travaux, des façades assez dégradées. Et donc là encore, c'est la nécessité de ravalement qui a entraîné la démarche de rénovation globale et l'intégration du solaire au projet, puisque également les toitures étaient en mauvais état, donc avec une étanchéité et une isolation à réaliser. Donc c'était l'occasion d'inclure des panneaux photovoltaïques sur ces toitures. Je vous disais qu'on est sur un modèle différent sur ce projet, en tiers financement avec l'organisme Solstice. Donc il y a plus de 500 mètres carrés de panneaux qui seront, environ 500 mètres carrés, un peu moins, de panneaux qui seront installés. En tiers financement, du coup, à coût zéro pour la copropriété et avec un bail civil donc sur 20 ans, avec Solstice. Et donc, au bout de 20 ans, la copropriété pourra devenir propriétaire de cette installation. Donc, c'est un investissement à long terme, mais c'est aussi un investissement qui permet à la copropriété d'atteindre le niveau bâtiment basse consommation après travaux. Donc, c'est un petit plus qui permet d'atteindre un niveau intéressant. Je vous mets rapidement un détail technique sur l'implantation de ces panneaux, où on est sur 2 lignes de panneaux, notamment une ligne qui est intégrée à l'acrotère, donc qui joue le rôle de garde-corps et avec une rive filante que vous voyez ici, qui permet d'apporter la ligne de ciel qui manquait au bâtiment. Vous voyez ici un rendu 3D, donc ils ne sont pas encore installés, donc on ne peut pas vous montrer des photos finales, mais en rendu 3D, ça donne à peu près ça. Et donc du coup, ici, on voit la rive filante qui apporte la ligne de ciel qui manquait. Donc, on utilise les panneaux pour revaloriser d'un point de vue architectural les bâtiments. Et donc, c'est vraiment le résultat d'une collaboration étroite entre ingénieurs et architectes, finalement, parce que les panneaux ne servent pas seulement de production d'électricité, mais ils servent aussi
d'un point de vue architectural, avec du coup, en vue du rez-de-chaussée, on va voir cette ligne de ciel grâce aux rives filantes qui sera assez intéressante. Et donc une petite vidéo, si ça fonctionne, voilà, en rendu 3D, puisque les travaux sont en cours. Donc on voit bien ces deux lignes de panneaux qui seront installées et qui vont permettre voilà, de produire et de revaloriser le bâtiment. Voilà pour ces retours d'expérience. Je vous propose une petite conclusion pour résumer tout ça. Donc, ce qu'il faut privilégier pour votre projet solaire. Donc, tout d'abord, on parle d'un accompagnement par un assistant maîtrise d'ouvrage. On en a parlé un petit peu précédemment, qui pourra vous conseiller vraiment avec une indépendance vis-à-vis des entreprises et qui pourra vous orienter vers les bons intervenants. On préconise également de pousser les études de faisabilité technique et financière avant le vote, puisque c'est vraiment ces études qui vont permettre de montrer l'intérêt du projet et surtout de le montrer aux copropriétaires. Donc, on met également d'associer les copropriétaires au projet. Voilà, et en les associant et en leur montrant l'intérêt de ce projet, on aura beaucoup plus de chances de finalement voter, d'avoir leur approbation sur ce qui est proposé. On préconise aussi d'intégrer d'un point de vue architectural les panneaux. C'est important que les panneaux n'apparaissent pas comme un cheveu sur la soupe finalement sur un bâtiment, qu'ils aient également un rôle d'un point de vue architectural. Donc bien sûr, ça demande de faire parfois des choix, de diminuer un petit peu la production pour avoir une intégration architecturale. Mais voilà, ce sont des choix qu'il faut faire en ayant connaissance de ce que ça peut apporter sur l'esthétique également. Et dernièrement, on parle d'intégrer son projet solaire dans un projet de rénovation globale. Parce que finalement, un projet solaire, en tant que tel, c'est assez compliqué en copropriété. C'est compliqué de demander aux copropriétaires de rajouter de l'argent pour des panneaux, même en leur montrant un bilan financier positif. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant de raisonner à l'échelle globale du bâtiment, puisque en fait, également en couplant les interventions, on va atteindre des niveaux de gains énergétiques après travaux, on va atteindre des seuils qui vont permettre de débloquer des aides financières, comme ça a été le cas sur les opérations que je vous ai présentées, et donc qui vont finalement permettre de diminuer le reste à charge. Donc parfois, en faisant un peu plus, on paye un peu moins. Donc ça peut être intéressant. Voilà pour cette présentation. J'ai fini de mon côté. Je vais redonner la main, je suppose. Oui, je vous remercie, Monsieur Goncalves. On va passer au retour d'expérience de Monsieur Vaudot et nous pourrons ensuite répondre aux questions qui commencent à arriver. Je vous remercie d'indiquer les questions dans la partie QR que vous voyez en bas de votre écran. Ce sera plus facile pour nous de gérer, sinon nous perdons les questions quand elles sont dans la partie discussion. Monsieur Vaudot, est-ce que vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je vous entends. Donc, on va partager votre PowerPoint. Vous m'entendez donc, hein? Oui, c'est bon. D'accord, parfait. Écoutez, mettez-moi le premier chart. Donc, moi, je m'appelle Gilles Vaudot. Je suis membre du conseil syndical de notre immeuble du 21, 25, 29 rue Sino del Duca, à Paris 17e. Nous avons installé des panneaux solaires photovoltaïques en mai 2020. Et je vous propose de partager cette expérience avec vous selon le plan suivant. D'abord, vous parlez de notre immeuble, des travaux que nous avons accomplis au fil de l'eau, le parcours amont du solaire avant l'Assemblée générale, puis l'état d'aujourd'hui, notre production solaire et avec nos commentaires, quelques remarques sur l'été, l'hiver, la nuit, la météo, les nuages et les surplus, les photos de nos terrasses, et enfin, en conclusion, savoir si notre expérience est généralisable
Ça sera nos dernières démarches. Donc, le chart suivant, c'est notre immeuble. Vous voyez sur la partie gauche, ce sont les immeubles qui sont au centre avec le point rouge. On a 3 immeubles à coller et à côté, il y a une autre copropriété qui est à coller qui fait 5 immeubles. On parle que des 3 immeubles. C'est une construction de 81 qui est donc en de très bonne qualité d'un point de vue thermique et isolation. 92 appartements de différentes tailles, 8 étages, des caves, 120 parkings sur 2 niveaux, parkings sur lesquels il faut ajouter les parkings de l'immeuble d'à côté, une 60aine de parkings. Donc on va dire qu'il y a 180 parkings sur 2 niveaux, des grands jardins, des toits terrasses, un gardien. Le chauffage est un chauffage au gaz individuel avec VMC gaz pour l'eau chaude et le chauffage. On a 3 entrées, 5 ascenseurs, 3 locaux ordures en local électrique. Ce qui est, d'un point de vue des consommations, on a une double entrée Vigic parking, donc des moteurs électriques. Et comme vous voyez, il y a beaucoup d'utilisation de ce parking, donc il consomme. On a des pompes à eau en cas d'inondation, des ventilateurs dans le parking qu'on utilise tous les jours. Et surtout, on a une VMC qui tourne 24 heures sur 24 et un éclairage parking 24 heures sur 24 pour des raisons de sécurité dans les parkings. On avait en 2010 96 000 kWh et notre syndic est Loiselet de Grémont. Donc nos travaux, il y a des travaux qui sont nécessaires, d'autres qui sont dus aux normes, d'autres qui sont dus aux économies. On a comme sous-produit presque chaque fois de l'écologie. Le plus gros travaux, c'était en 2014, c'était l'étanchéité des terrasses qui était obligatoire. On avait des fuites partout. Et on en a profité pour tripler l'isolation thermique pour un coût nul. Alors, tout le monde est dessus avec les bons ouvriers, ce n'est pas le matériel qui coûte. C'était en 2014. Ensuite, on a regardé toutes les économies qu'on pouvait faire, un classique des conseils syndicaux. On a analysé les budgets, fait les appels d'offres pour 85% des coûts, ascenseur, assurance, électricité, les VMC, les pompes, les portes de parking, les jardins. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a une stabilité des charges depuis 8 ans. On a dû changer notre tableau électrique suite à des disjonctions nombreuses et un audit qui nous mettait hors norme. Donc, on a changé ces tableaux en 2016. Ensuite, on s'est attaqué aux économies électriques. Vous avez pu voir dans le chart précédent qu'on avait 90 000 kWh, mais on a supprimé les radiateurs électriques qui étaient dans les entrées et on est passé à 78 000 kWh pour 12 800 €. On a tout passé en LED et mis des détecteurs de présence partout, donc détecteurs de présence sur les paliers, les couloirs de cave et des LED sur les paliers, les caves, les jardins et les parkings. On a gagné 40% sur la consommation et on a bien sûr aussi changé, on a remplacé EDF par, on a fait des appels d'offres chaque année, on a gagné sur le fournisseur d'électricité, mais ça c'est un classique. Ensuite, on a abordé le solaire. Et ça, c'est un sujet on est en 2017, en fait 2018, qui était nouveau et délicat dans les copropriétés. Et le dernier que l'on vient de faire en 2020, c'est voter les bornes de recharge qu'on devrait installer d'un jour à l'autre, mais Enedis se fait tirer l'oreille et n'est pas présent. Alors, notre parcours amont de notre solution solaire. Ce qui est très important, c'est que le conseil syndical soit solidaire et convaincu. Alors, on a 3 membres, on est 7 dans le conseil syndical, on a 3 membres qui sont motivés et convaincus d'une solution solaire, et les autres 4 membres ont confiance dans ces 3 membres. Donc ça, c'est essentiel dans toute la démarche, parce que si le conseil syndical hésite, on est mal. À l'époque, il n'y a toujours pas d'obligation légale. Il n'y a pas d'expérience ou d'éducation des syndics pour des copropriétés motivées par l'économie et non par l'écologie. Et enfin, il n'y a pas de subvention de Paris et de la région. Le gain financier pour notre copropriété était estimé à 2 000 € sur un budget de 190 000 €, donc c'est 1%
Et on avait estimé le gain à 20% de notre facture d'électricité, mais 1% pour le budget global. Donc, vous voyez, en assemblée générale, ce que ça peut donner. Alors, le coût estimé après appel d'offres, comparaison, etc., vous savez que dès qu'on a un appel d'offres, on apprend tout. On apprend toutes les différences, etc., etc. C'est très éducatif, on va dire. Donc, on a une solution à 18 000 €. Théoriquement, on a une subvention de l'ADEME. Alors, ça, c'est le gouvernement, avec autoconsommation, avec revente de surplus à EDF-Wa. Donc, théoriquement, parce que ça vient de changer, mais à l'époque, c'était 190 € par KWC, ce qui faisait 1 900 € pour notre installation, mais qui était touché qu'après l'installation et qui était en plus lissé sur 5 ans. Alors que dans une copro, on vote une dépense. Et ils votent pour payer l'entreprise. Donc, on est. Alors, d'autre part, on attend toujours les euros d'EDF-Wa, à cause du fait que Enedis n'est pas au rendez-vous. Alors, dès qu'on parle de solutions solaires, c'est un investissement qui n'est pas négligeable. Pour nous, c'était 18 000 €. Mais le gain récurrent, il est sur 25 ans au moins, puisque tout ce que l'on a installé est garanti 25 ans. Et c'est des gains récurrents sur les dépenses courantes. Donc, chaque année, ça nous permet de contenir nos dépenses. Alors, je dirais, nos copropriétés ne sont pas adaptées pour des investissements comme ça, puisque nous, on récupère pas, on ne fait pas d'amortissement, on ne récupère pas la TVA, alors que les entreprises qui installent du solaire les ferment, puisqu'on a un copropriétaire qui avait installé des panneaux solaires il y a 20 ans, il avait récupéré bien sûr la TVA. Au passage, je signale, la TVA, c'est pour le speaker précédent, la TVA est à 10% par copropriétaire, c'est-à-dire que nous, on a fait avec nos 92 copropriétaires, on a une TVA à 10, et ça, c'est la loi. Alors, le vrai problème, c'est la préparation des copropriétaires et du syndic au solaire. Ça a duré au moins 18 mois. Il faut vulgariser, il faut penser qu'on est en 2018, hein, il y a 3 ans. Donc, il faut vulgariser le solaire. Il faut afficher, il faut répondre à toutes les questions. On a fait une communication permanente avec les copropriétaires de façon à obtenir au niveau du vote une neutralité ou une adhésion. Malgré tout ça, il y a des irréductibles. Mais le point fort pour ce sujet-là, c'est qu'on utilise l'article 24 et non pas le 25. Donc, on a eu l'adhésion des copropriétaires. Majorité, mais il y a toujours des gens qui ne sont pas intimement convaincus. Ils ne savent même pas qu'on tourne dans le solaire, hein, parce qu'il n'y a rien n'est visible pour qui que ce soit. Alors, donc on a mis cette production en route en mai 2020. Ça s'est fait vraiment, personne n'a rien vu. On a installé ça. Alors, c'est le chart suivant, production de notre installation avec des remarques. Alors, la première chose, il faut connaître ses consommations. Nous, on a une consommation qui est quasi linéaire, 24 heures sur 24, à cause des VMC et du parking. C'est 80% de notre consommation. Tout le reste sont les ascenseurs, les portes, les éclairages, etc., etc. Donc, on a une nuit où on éclaire, on consomme beaucoup. Et que ce soit été comme hiver, on consomme de la même façon. Même en hiver, on consomme un petit peu plus. Alors, au niveau études, je dirais, on a utilisé les appels d'offres, les discussions, on a discuté avec les gens qui ont répondu à l'appel d'offres. Et en plus, on a pu tout vérifier parce que tout est disponible et gratuit dans le web. Si vous regardez sur la photo qui est à gauche du chart, vous avez le cadastre solaire de Paris. Sachez que dans le monde entier, on a un cadastre solaire qui donne les kilowattheures par mètre carré et par an selon l'endroit où l'on est. Donc sur Paris, immeuble par immeuble, et c'est ce que vous voyez dans cette carte, vous avez, pour chaque terrasse différente, vous avez l'ensoleillement prévu avec la production que l'on pourrait faire au maximum. Vous voyez même que dire sur notre immeuble, ils disent que la construction c'est de 81, que la hauteur c'est 21 mètres, une emprise au sol, et ils nous disent, vous avez
352 mètres carrés, supérieur à 1000 kWh par mètre carré et par an. Et ça, c'est le maximum sur Paris. Donc, on a une terrasse qui est bien fournie et on a une autre qui est également très bonne. Donc ça, on a tout ceci et c'est très intéressant de voir Paris comme ça. C'est disponible et c'est gratuit. Toutes les productions selon l'année, l'hiver, l'été, l'inclinaison des panneaux, tout ça c'est dans le web. Il y a des logiciels qui vous donnent tout ça. Alors, au niveau de l'installation, c'est particulièrement rapide. Ça s'est fait en 3 jours. 36 panneaux de 315 watts crête. Watt crête, c'est donc la théorie, la puissance maximum par panneau, c'est la crête. Et on a mis des micro-onduleurs. Alors, quand on avait commencé les études, on avait mis des onduleurs. Les onduleurs, c'est beaucoup moins cher. Mais par contre, si vous avez des panneaux qui sont en panne, vous en avez du coup une dizaine d'un seul coup en panne, etc., etc. Donc, la tendance sur des copropriétés, pour moi, ce sont les micro-onduleurs qui sont beaucoup plus chers. J'aurais pu, au lieu d'avoir 18 000 euros, avec des onduleurs, on serait certainement à 16 000 euros. Ces 36 panneaux couvrent une de nos terrasses, ce qui paraissait la plus intéressante, 352 mètres carrés, ben non, parce qu'on a des gros tuyaux, c'était souligné tout à l'heure par l'intervenant, on a les VMC, on a les acrotères, tout ça, ça fait de l'ombre. Et la réalité, c'est qu'on n'a pu installer que 36 panneaux. Et c'est le maximum sur cette terrasse. Le fonctionnement de ces panneaux est complètement transparent. Et pour le fournisseur d'électricité, qui pour nous est Total en ce moment, et pour Enedis, et pour les copropriétaires. Ils ne voient rien. Il y a zéro risque. C'est une des questions qu'on avait eues en amont. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, de toute façon, on a le fournisseur qui nous fournit l'électricité. L'électricité, c'est extraordinaire. Dès que vous avez un appareil, il va chercher l'électricité au plus proche. Notre câble, c'est le plus proche, donc il utilise notre production. S'il n'y a pas de production, il va chercher le fournisseur. L'électricité, c'est vraiment fabuleux. Et tout ceci, c'est transparent. Je vous dis, la plupart je suis sûr qu'il y a une personne sur 2 dans l'immeuble qui ne sait pas qu'on produit l'électricité de notre immeuble. Alors, on a installé aussi une chose extraordinaire, c'est un monitoring qui est complet, qui est accessible à partir de mon smartphone, les smartphones des gens du conseil syndical, qui nous donne tout ce qui se passe par minute, par heure, par jour, par mois, par installation, par panneau, et tout ça en temps réel. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, nos productions annuelles, en réalité, étaient de 11 900 kg. Alors, on vient de terminer la première année, donc c'était de mai à mai. 11 900 kWh, ça a fait 23% de nos 51 000 et 21% de notre facture. Plus un surplus de 120 euros, ce n'est pas le surplus qu'on n'a pas touché. Alors, ce que l'on constate, et ça c'est frappant, et je le mets un peu plus loin, c'était dans les modèles, mais la réalité, elle est beaucoup plus violente que ça. En hiver, on fait pour ainsi dire rien. Pourquoi? Les journées sont courtes, le soleil est bas, et en plus, le kilowattheure, il est plus cher que l'été. Par contre, en été, sur notre copropriété, entre 9h et 18h, toute notre consommation est produite par le solaire, et on fait même du surplus. Donc, c'est vraiment des extrêmes, et ça a beau être prévu dans les modèles, je peux vous dire, quand vous voyez ça sur votre smartphone, sur des images que je vous montre après, ça frappe. Alors, on pourrait avoir plus de gains ou plus d'autonomie, mais il nous suffirait de mettre plus de panneaux, parce que c'est une étude que l'on fait actuellement, de façon de faire un peu plus de production en hiver, parce qu'en hiver, le kilowattheure est plus cher, et puis, même en été, au printemps et à l'automne, on pourrait produire plus si on avait plus de panneaux. À l'époque, on avait quand même choisi une solution qui était acceptable par la copropriété. Et on avait peur. On était sans référence. Donc, par contre, on n'aura jamais une autonomie complète dans notre copropriété parce que nous avons une consommation de nuit très élevée
Et l'hiver, j'ai fait toutes les simulations possibles avec les futures batteries, etc. Bon, je veux dire, ça ne tient pas l'eau pour nous. Si on n'avait pas de consommation de nuit, ce serait autre chose. Alors, et de toute façon, avec le nucléaire et l'hydraulique, on a des productions stables 24 heures sur 24, 365 sur 365, et le tout sans CO2, qui pour moi est le paramètre clé. Alors, une remarque, c'est attention à ceux qui parlent de production annuelle. Vous voyez, ma production de 11 900, mais si en hiver, j'ai rien, et si je n'avais pas un fournisseur, eh ben, je n'aurais pas d'électricité. Donc, il faut avoir la production au jour le jour, l'hiver et la nuit. Et pour avoir tout ça, il faut savoir quelle est la surface nécessaire. Je dirais, quand on voit ce qui... Alors, moi, ce qui me frappait parce que j'étais beaucoup à l'international, quand j'étais en Finlande, vous aviez beaucoup plus de photovoltaïque qu'en France. Puisque en France, l'électricité n'est pas chère, là-bas, c'est 2 fois plus cher. Et l'été, ben, ils produisent entre 5 heures du matin et 10 heures du soir. Par contre, l'hiver, bon, ben, ils produisent 2 heures par jour. Donc le bilan peut être pas mal, mais il leur faut d'autres choses. Dans le sud, si vous êtes à l'équateur, vous allez produire de 6 heures à 6 heures, mais il n'y aura rien la nuit non plus. Donc si on est sur la côte d'Azur par rapport à chez nous, on va avoir 2 ou 3 ou 4 panneaux en moins, mais c'est tout. On a les mêmes problèmes du jour ou de la nuit, et des journées courtes et des journées longues. Donc, c'est une remarque. Production annuelle, pour moi, c'est insuffisant pour juger l'intérêt d'une solution par rapport à une autre. Alors ensuite, je vous ai mis des exemples justement de ce que me donne ce monitoring. Si vous regardez l'image suivante, le titre, c'est l'hiver. L'hiver, c'est 20 fois moins que l'été, donc il faut le savoir, que la nuit, c'est 0. Alors, regardez l'image de droite. L'image de droite, c'est le 2 juin. Sur les 2 juin, sur l'image, le bleu, c'est ce que l'on produit avec les panneaux voltaïques. Et vous voyez cette production qui démarre en gros à 6 heures du matin, qui se termine à 9 heures du soir, avec des pics et des trous en pleine journée. Là, ces trous en pleine journée, ce sont des nuages. Ce sont des nuages plus ou moins foncés. Et tac, à ce moment-là, notre consommation, notre production diminue. Vous voyez notre consommation de la résidence, c'est celle qui est en orange. Elle est en bas. Et en bas, vous voyez des petites pointes noires, et ben c'est ce que l'on revend, parce qu'on est en surplus. Et ce que vous voyez en haut, ben c'est toute notre consommation électrique. Donc en gros, sur ce 2 juin, j'ai produit 65,7 kWh, j'en ai exporté 8, et j'ai fait une consommation de 143. On a donc un détail. Et on sait même ce que l'on gagne. Et donc, avec cette production, on a 40% d'indépendance énergétique le 2 juin 2021. On a ça au niveau de la semaine, au niveau du mois et au niveau de l'année. Sur la gauche, vous avez un exemple d'hiver. Ce n'est pas l'exemple le plus bas, ce n'est pas le plus haut non plus. 22 décembre, vous voyez, on a produit le petit bleu. Vous pouvez comparer le bleu par rapport à l'autre bleu. Déjà, vous voyez que ce bleu, il démarre à 9 heures du matin, et il se termine à 4 heures de l'après-midi. C'est ce qui explique le résultat. On produit 4 kWh, de l'autre côté, on en produit 66. Donc, voilà les grandes différences. Donc, au mois de ce jour-là, on avait 3% d'indépendance, et au mois de juin, on a 40%. Donc, c'est important d'avoir un monitoring qui nous permet maintenant de savoir exactement ce que l'on peut gagner en plus si on rajoute des panneaux, et puis de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est rassurant, je peux vous dire. Le point suivant, c'est l'image de notre toit. À gauche, vous avez le toit aujourd'hui. Vous avez les panneaux. C'est des panneaux qui sont posés sur le toit. Vous voyez sur l'image de droite, on met des bacs. Là, c'est au milieu des travaux. On met des bacs qui sont posés sur la toiture, parce que c'était une des remarques des copropriétaires. On vient de refaire toute l'étanchéité, vous allez nous faire des trous, vous allez nous abîmer, talala, talala. Ce qui était une bonne question. En fait, non, parce qu'on pose quelque chose, on les charge avec les graviers qui existent,
On peut même rajouter d'autres choses et on accroche les panneaux photovoltaïques et on voit de l'espace parce qu'il faut pouvoir les maintenir. Vous voyez qu'ils ne sont pas contre l'acrotère parce que ça ferait trop d'ombre. Et si vous revenez sur la page de gauche, vous voyez notre terrasse qui est couverte de panneaux et celle d'à côté que l'on va couvrir petit à petit. Ben, vous voyez tous les tuyaux et tout ce qui existe, ce qui fait que on n'utilise pas les terrasses complètement. Et l'idée tout à l'heure de qui a été proposé d'installer une autre terrasse par-dessus, on n'a pas du tout regardé ce genre de solution sur notre immeuble qui est quasiment neuf. Alors, est-ce que ce que l'on a fait est généralisable? Ben, je dis oui, si. C'est-à-dire que nous considérons que c'est une réussite technique et financière, mais ce qu'il faudrait, c'est passer de l'artisanat, ce que l'on a fait, à l'industriel. Le point fort des panneaux photovoltaïques, c'est que c'est une solution propre, qui est contestée par aucun politique et qui a des gains récurrents pendant plus de 25 ans. Le prix. La solution, c'est un mélange de matériel et de main-d'œuvre, 80-20, donc peu de main-d'œuvre. Main-d'œuvre peu qualifiée, il en faut un, et les deux autres, c'est de la manutention. Le fait est, c'est que les matériels baissent, les panneaux sont plus performants pour le même prix, et le kilowattheure augmente, c'est-à-dire que la rentabilité d'une installation augmente dans le temps. Nous, on a fait un ROI de 7 à 8 ans. Hein. On parlait tout à l'heure de 16 ans, mais nous, déjà, dès qu'on parlait de 7 à 8 ans, ils disaient on n'en veut pas. Pour moi, le point numéro 1 pour un conseil syndical et les copropriétaires, il faut nous rassurer, il faut nous motiver. Donc, il faut que les conseils syndicaux, les copropriétaires et les syndics soient rassurés et motivés, car ce ne sont pas des experts du solaire. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment des escrocs sur le marché. C'est inimaginable qu'on les laisse continuer à travailler. Alors, pour ce faire, moi, ce que je suggère, c'est qu'on intègre le solaire dans les copropriétés, dans la prime rénov que l'on voit aujourd'hui, où on a mis des bonnes, c'est très très bien pour l'isolation, les pompes à chaleur, pour les bornes de recharge, il y a beaucoup d'argent qui est mis dedans. Sur le solaire, vous avez pu voir, c'est quasiment zéro. Le rachat par EDF à 6 centimes, alors qu'il est revendu à 20, je dirais, et puis la subvention elle-même qui est touchée 5 ans après l'installation, c'est pas du tout adapté. Donc, il faut adapter les lois, les subventions au business model d'une copropriété. Les gens, ils décident sur de l'argent qu'ils vont avoir tout de suite ou qu'ils sont sûrs de gagner plus tard. Et moi, ce que j'aimerais, c'est, la personne précédente en a parlé, c'est d'avoir une solution complète, technique et financière. Mais avec tout ce qui traîne sur le marché, il faut vraiment pouvoir challenger tout ça. C'est pas évident. Et la rentabilité est quand même faible. Vous avez pu voir, j'installe pour 18 000 euros, je n'ai que 2 000 euros de gain. Il est sûr que si j'avais, par exemple, pas de consommation de nuit, j'éteins mes parkings, par exemple, ce qui était vrai à une époque, eh bien, j'aurais une rentabilité qui serait beaucoup plus forte. Chaque copropriété doit étudier son cas. Moi, je dirais, si on pouvait segmenter les immeubles en fonction des toits, il y a les toits plats, il y a les toits qui sont protégés qui sont protégés, il y a les toits qui sont installables, il y a le chauffage, quelquefois indépendant, chauffage indépendant de l'eau et les chauffages de la copropriété, les parties communes, il faut les segmenter, c'est pas compliqué à faire. Les syndics ont les images. Aujourd'hui, on a les images de toutes les copropriétés. On devrait pouvoir faire ça. Et faire une offre technique et financière clé en main d'entreprises comme le font les spécialistes des bornes de rechange. Ça, je peux vous dire que les bornes de rechange, c'est passé très facilement parce qu'il n'y avait pas de dépenses. Ça pouvait résoudre le problème des véhicules électriques. Moi, j'en ai un. Mais les autres arrivent et donc c'est passé tout seul.
Monsieur Vaudot, excusez-moi, là on va passer aux questions parce qu'on en a beaucoup. Vous Oui. aurez sûrement l'occasion de compléter ce que vous avez dit. Oui. De toute façon, les personnes qui le souhaitent pourront récupérer votre PowerPoint. Donc je sais que c'est très Non, intéressant ce la que vous dernière dites, remarque, mais c'est que je ne sais plus si c'est encore vrai aujourd'hui, EDF et Engie ne répondaient pas aux copropriétés. Ils retiraient. Et ça, je trouve que pour EDF, c'est pas normal et on devrait. Je trouve que c'est pas acceptable parce que c'est quand même, ça rassure les copropriétés et ça, il y a une action à faire oui. de façon à ce que les gros répondent, même s'ils sont pas compétitifs. Ben, au moins les gens le verront. Très Donc bien. moi je demande un point focal sur les copropriétés qui n'existe pas aujourd'hui. C'est un peu partout, donc c'est l'ADEME, je pense, et un squat team si on veut généraliser tout ça. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup, Monsieur Vaudot. Donc nous allons pouvoir passer aux questions. Donc on va couper Pardon, j'ai coupé mon micro aussi. Voilà. Donc nous avons un certain nombre de questions. Je vous propose d'intervenir en fonction de ce que vous pensez pouvoir répondre. Donc Monsieur Goncalves et Monsieur Vaudot. Là, ce sont plutôt des questions techniques pour l'instant. Vous avez une première question sur le stockage du surplus. Donc, il implique l'utilisation de batteries. Compte tenu de la durée de vie des batteries et de leur déperdition dans le temps, est-il vraiment possible de rentabiliser à Paris l'installation de batteries? Bon, je dirais que moi, sur notre copropriété, on a regardé en détail et le prix et ce que deviendraient les batteries dans le futur. C'est rejeté. Il vaut mieux installer plus de panneaux qu'installer des batteries parce qu'il faut de la maintenance en plus, il faut du suivi. C'est pas mûr. Pour moi, c'est une solution qui n'est pas encore mûre et qui ne le sera jamais compte tenu de notre consommation. Sur d'autres immeubles, sur une villa, c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Il n'y a pas de consommation de nuit. Donc, ça, c'est ma réponse. Je suis assez d'accord avec Monsieur Vaudot sur du coup l'autoconsommation avec stockage du surplus. Déjà à l'installation, les batteries font un surcoût et en plus c'est assez difficile en copropriété. Donc effectivement, c'est un système qui peut ne pas s'avérer rentable. Très bien. Donc la question suivante, alors il y en a beaucoup sur la question des panneaux solaires de manière générale sur des bâtiments sur Paris. Vous avez à la fois le fait que vous avez les périmètres de monuments historiques qui sont quasiment sur tout Paris et les bâtiments anciens, que ce soit de type haussmannien avec des toitures zinc ou d'autres types de bâtiments anciens. Je ne sais pas, Monsieur Goncalves, si vous pouvez nous faire un retour un peu général sur toutes ces questions qui sont quand même essentielles. Oui, alors effectivement, sur les toitures en zinc, c'est un petit peu compliqué, ça peut poser des problèmes d'étanchéité. Alors, c'est pas impossible, je dirais pas que c'est impossible, mais en tout cas, c'est à traiter par des professionnels et vraiment à étudier en amont. Euh, donc, sur ce type de toiture en zinc, même avec des tuiles, c'est un peu compliqué. Ensuite, sur tout ce qui est Paris, donc nous, dans le 15e, on a pu installer les panneaux photovoltaïques avec l'accord des ABF. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dans la présentation sur le fait d'intégrer d'un point de vue architectural les panneaux au bâtiment, puisque c'est ce qui va aussi permettre cette acceptation administrative des ABF. Tout à fait, ça c'est un point essentiel de manière générale sur tous les projets qui touchent à l'extérieur des bâtiments sur Paris. Alors sur les panneaux solaires, c'est plus sensible parce que ça donne une image très différente du bâtiment par rapport à l'historique. Mais il y a toujours un avis à travailler très en amont sur les autorisations d'urbanisme. Donc là, votre architecte et toute votre équipe de maîtrise d'œuvre étudie ça le plus tôt possible. Et nous, à l'Agence parisienne du climat, on peut également vous accompagner pour ces questions. Donc plus c'est fait tôt et plus ce sera facile de négocier ce type de projet innovant.
Alors, donc ça répond à beaucoup de questions déjà. Donc, vous avez parlé, Monsieur Goncalves, de coût zéro. Donc, il y a une question sur l'avantage pour la copropriété. Peut-être de manière générale, quels sont rappeler les intérêts de pose de panneaux? Oui, alors sur les projets en tiers financement, effectivement, pendant toute la durée du bail, ce n'est pas la copropriété qui exploite les panneaux, donc elle ne tire pas de bénéfices financiers, si ce n'est la location de la toiture, mais qui est souvent assez symbolique. Mais par contre, dans le projet que j'ai présenté, dans le deuxième, c'était intéressant puisque les panneaux rentrent dans le calcul de l'étiquette. Donc, ça a permis d'augmenter en fait cette part, de réduire l'étiquette après travaux, même si la copropriété n'en bénéficie pas, puisqu'elle produit quand même de l'électricité. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. C'est intéressant sur le long terme également, puisque à la fin du bail, elle peut récupérer l'installation. Certes, il y a certainement des panneaux à installer, à remplacer, mais c'est toujours une installation qui est là. Et dans une installation de panneaux photovoltaïques, il n'y a pas que les panneaux, il y a aussi tous les supports qui, du coup, sont déjà financés par le tiers financement, finalement. Donc, c'est une vision à long terme qu'il faut avoir et qui permet finalement, au bout de 20 ans, de payer moins cher son installation, d'effectuer seulement les remplacements nécessaires. Très bien. Donc, en même temps, vous avez répondu à 2 autres questions donc, qui sont sur des possibilités de louer les toitures sous forme de baux. Donc, effectivement, c'est une des solutions possibles. Donc, il y a la question alors qui est assez classique sur les délais pour les délais de traitement administratif, donc des déclarations d'urbanisme. Bon, je pense que vous avez un retour assez classique, sachant que ça dépend toujours des conditions spécifiques de l'immeuble en termes de protection. Vous avez quel type de retour, vous, Monsieur Goncalves, actuellement? Alors, au niveau des déclarations préalables, dans Paris, ce sera toujours 2 mois puisque ça passe par les ABF. Là où j'ai insisté sur le fait que c'était long, c'était plutôt les démarches auprès d'EDF. Nous, sur la copropriété dans le 15e, ça a pris bien 9-10 mois de démarches avec EDF pour qu'ils viennent installer le réseau jusqu'en limite de propriété, puisque finalement, c'est à EDF de venir fournir en limite de copropriété, et c'est ensuite à la copropriété de se charger des réseaux dans sa partie copropriété. Donc, ça a été assez long pour ça et pour le contrat de revente également, pour signer le contrat, ça a été assez long. Mais sur les déclarations préalables, c'est assez classique, hein, c'est 2 mois. Oui, c'est anticipé. On a eu la même expérience, c'est-à-dire effectivement, mais c'est Enedis qui nous bloque. Je sais qu'EDF nous bloquera aussi. Je vous dis, 1 an après, on n'a toujours rien reçu comme euro de surplus. Hein. Bon, 1 an après. Oui, effectivement, sur la copropriété dans le 15e, ils ont mis bien également 10 mois à être payés des premières factures, finalement, enfin, de la première revente. Donc, c'est un peu long, mais une fois que ça se met en place, après, c'est automatique et ça fonctionne assez bien. Donc là, nous avons une question pour le choix d'une entreprise partenaire pour accompagner le conseil syndical, la copropriété. Donc, ça représente un coût. Est-ce que vous avez une idée de coût, Monsieur Goncalves, une estimation en tout cas à la louche? Alors, pour nous, c'est assez difficile d'estimer ça, puisque nous, on n'intervient jamais seulement sur une AMO, sur du photovoltaïque. On peut réaliser des études pour l'intérêt général, en quelque sorte, mais on intervient plutôt sur une AMO complète en rénovation énergétique. Donc, estimer l'accompagnement, un accompagnement seulement pour la partie photovoltaïque, je pense que c'est assez compliqué. En tout cas, moi, je saurais pas vous dire.
De toute façon, nous, on va toujours vous encourager à coupler la pose de panneaux photovoltaïques avec une rénovation au minimum de la toiture, voire une rénovation globale. Et de manière générale, les partenaires qui travaillent avec nous font la même chose. Vous avez encore peu d'entreprises sur Paris qui sont spécialisées sur ce type de faisabilité. Donc, il y avait une question sur les petits bâtiments. Est-ce que, donc je pense aux petites toitures, est-ce que c'est intéressant de poser des panneaux? Tout dépend de la consommation. Tout dépend si les copropriétaires ont un chauffage ou ensemble ou séparé, et les parties communes. Donc, chaque copropriété a certainement une consommation qui est variable. Il faut savoir qu'on va gagner sur la journée, et c'est tout. Pour moi, c'est copropriété par copropriété en fonction du contenu de la copropriété. Oui, exactement. On ne peut pas dire à l'avance que que ce n'est pas rentable sur une petite copropriété. C'est l'étude de faisabilité qui le dira. Ça va dépendre de la surface de toiture disponible. Les petites copropriétés ont aussi des petites consommations d'électricité, donc on n'a pas forcément besoin d'une très grosse surface pour que ce soit intéressant. Très bien. Donc, il y avait une question sur le projet rue Vouillé. Donc, les panneaux photovoltaïques ont été posés à plat. C'était pour reconnaître les avantages et inconvénients. Là, ça parle d'une meilleure exposition s'ils sont inclinés, d'une simplification du nettoyage. Voilà, il y a la même question sur la suivante. Non, sur rue de Vouillé, ils ne sont pas posés à plat. Il y a une petite inclinaison de l'ordre de 10%, je dirais, donc vers l'intérieur, vers le cheminement central. Ne serait-ce que pour les écoulements d'eau, le nettoyage des panneaux, le nettoyage, l'auto-nettoyage des panneaux. Effectivement, il faut qu'il y ait une inclinaison. Et effectivement, c'est recommandé, il me semble que c'est une inclinaison entre 10 et 20% pour avoir une meilleure production. Voilà. Après, parfois, comme je le disais, il faut faire des choix entre production et intégration architecturale. Donc, quitte à diminuer un petit peu, à être à 90% de la production maximale et avoir une meilleure intégration architecturale, ce sont des choix à faire également. Théoriquement, c'est 25-35% pour être au maximum, orienté au sud. Mais vous voyez, nous, on n'est pas comme ça. On a 15%, un peu comme vous le disiez. On a 15% d'une production. Il est sûr que ça pourrait être meilleur, mais dans ce cas-là, ça serait lisible. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu l'autorisation de tout le monde pour faire notre toit. Là, c'est invisible. Je peux vous dire, personne ne voit nos panneaux. Très bien. Donc, il y a beaucoup de questions sur la durée de vie des panneaux. Au bout de 20 ans, notamment quand vous avez un bail ou même de manière générale pour une utilisation sur le long terme. Alors ça, je vous parlais de l'exemple de celui du copropriétaire qui a une ferme avec des panneaux. Il les a installés il y a plus de 20 ans. Il a remesuré leur productivité. Je peux dire qu'elles sont encore très bonnes. Quand vous installez les panneaux d'aujourd'hui, parce que ça, c'est des panneaux d'hier, vous avez une garantie de rendement de ce panneau au bout de 25 ans. Et avec une baisse année par année qui est très faible. Donc, c'est vraiment, les panneaux d'aujourd'hui sont de très longue durée avec un excellent rendement. Oui, c'est vrai. Donc, il faut préconiser, c'est sûr, une garantie produit de minimum 20 ans. On préconise également des fabricants français qui vont permettre du coup d'avoir une bonne qualité de panneaux. Et M. Vaudot parlait de la garantie rendement, donc qu'il faut qu'elle soit de 25 ans minimum. Ils ne garantissent pas le même rendement pendant 25 ans. Ils garantissent qu'au bout de 25 ans, le rendement ne sera pas en dessous d'un certain niveau. Tout à fait. Très bien. Donc, il y avait une question sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur la façade de l'immeuble. Je ne crois pas qu'il y ait forcément d'exemple sur de l'ancien, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Goncalves. Alors, il y a des exemples dans Paris, hein, vous le voyez. Je pense qu'il y a l'ancien. Je sais que dans le neuf, il y en a. Ouais, exactement, en façade.
avec une grosse prise au vent, mais c'est bien dimensionné pour que ça tienne. Donc c'est possible, mais après c'est vrai que dans l'ancien, en façade, il faut bien travailler le projet pour que ce soit accepté, surtout dans Paris. Ça me paraît un peu compliqué, mais Oui, techniquement c'est faisable. oui, sur un bâtiment des années 70, ça pourrait être envisageable en fonction de la qualité architecturale du secteur et bien sûr des faisabilités techniques. De toute façon, sur toutes les façades plus anciennes, ça reste plus compliqué, mais comme on l'a dit, ça va aussi peut-être évoluer par la suite. Et déjà, si on le fait sur les toitures, ça apportera un gain intéressant. Une question un peu plus précise sur les besoins spécifiques d'espace pour l'installation des équipements hors couverture. Donc surface, volume, nécessité d'accès. Bon, peut-être sans rentrer dans les détails, mais en tout cas donner les idées générales pour ce type de projet. Nous, on a tout remonté par l'ascenseur. Les panneaux font à 1,70 m, 1,70 m, ça passait dans notre passage sur la terrasse et dans les ascenseurs. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça tout très rapidement. Et les panneaux sont très légers, donc tout ceci peut se faire vite. Oui, et donc par rapport à la surface de toiture, il faut faire attention par rapport éventuellement aux édicules qui sont présents, qui peuvent faire de l'ombre sur les panneaux. Donc il faut espacer un petit peu des équipements existants. Mais voilà, c'est à étudier pour chaque copropriété. C'est difficile de dire il faut 2 mètres carrés par panneau. Non, on ne peut pas dire ça, quoi. Très bien. Alors, il y avait une question sur les calculs thermiques que vous avez proposés. Est-ce que vous avez une idée de la part des panneaux photovoltaïques dans l'amélioration de la performance énergétique? Alors, j'ai pas ça en tête, mais donc souvent quand on fait ces études thermiques en phase de diagnostic, donc on va chercher à mettre 100 kW de panneaux, donc le maximum qu'on puisse mettre avec l'obligation de revente. On est autour de 10% de gain énergétique quand même. Après, ça dépend encore une fois des consommations, de la taille de la copropriété. Sur le Roudevouillé, on doit être autour de 8%, je dirais. Moins de 10%, je pense. Et sur la copropriété de Sèvres, on doit être autour de 5%, parce qu'on n'en a pas mis de partout, puisqu'on avait une grosse surface de toiture, mais qu'on ne pouvait pas dépasser les 100 kW de crête. Très bien. Est-ce que vous avez une idée du coût de la maintenance des panneaux photovoltaïques, notamment Monsieur Vaudot? Écoutez, nous, on n'a pas de maintenance. C'est la pluie qui nettoie nos panneaux. Et le reste, c'est, écoutez, on n'a eu jamais aucune intervention. On suit nos panneaux, je vous dis, avec ce monitoring. S'il y a un panneau qui produit moins, ça veut dire qu'il y a eu des feuilles qui sont arrivées. Vous avez un oiseau qui a fait un peu ses besoins. Et donc, on va sur place. Et vous avez pu voir, il y a un petit passage. On passe un coup d'eau et c'est tout. Autrement, on a choisi, nous, une solution où il n'y a rien de mécanique. Hein, ce sont des câbles, tout est passif, ce qui a rassuré les copropriétaires. Alors que si vous avez du chauffage où il faut revendre, etc., vous avez plein de compteurs de tuyaux, c'est compliqué. On a choisi une solution simple. Il existe des solutions plus compliquées qui tournent très bien en Allemagne, hein, et qui sont beaucoup plus chères. Et là-bas, l'électricité est 2 fois plus chère qu'en France. Oui, effectivement, s'il y a un conseil syndical très impliqué qui va vérifier le fonctionnement des panneaux, etc., c'est peut-être pas utile, mais ça coûte pas cher, hein. Sur le Roudevouillé, c'est 600 € par an, hors taxe, il me semble, sur 270 mètres carrés. À l'échelle d'une copropriété d'une centaine de logements, c'est un peu de fonctionnement, quoi. Vous trouvez quelqu'un qui l'accepte, C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Mais il faut trouver quelqu'un qui veut accepter ça. Ça, oui, après, c'est des cas particuliers par projet. Effectivement, c'est bien d'avoir les deux informations sur ces coûts. Alors, une question
pour coupler des panneaux photovoltaïques avec un équipement d'installation de bornes de recharge électrique. Sachant que ça nous semble déjà assez rentable quand il y a un parking souterrain, c'est plus facile d'avoir une consommation collective. Est-ce que vous avez déjà eu le cas, Monsieur Goncalves? Alors, faut faire attention aux IRVE, donc les installations pour les véhicules électriques, parce qu'elles peuvent être privatives, et donc du coup, c'est le copropriétaire, le propriétaire de cette installation qui va payer la consommation, donc il ne pourra pas utiliser la consommation, la production collective des photovoltaïques pour son installation privative. Voilà. Par contre, si effectivement il y a des installations collectives, oui, au même titre que l'éclairage des parkings, on peut utiliser l'électricité pour les installations de recharge de véhicules électriques. Oui. Aujourd'hui, on a des solutions qui sont, je dirais, d'outsourcing complet, avec Enedis qui installe un compteur pour les bornes électriques. Par contre, si on veut mettre les mains à la pâte, on se connecte sur son compteur, on met un petit compteur devant celui qui émet sa prise de borne, mais tout ça, c'est du travail. Nous, on a vécu déjà le solaire, c'était quand même assez lourd. Les bornes de recharge, gérer ça, on a préféré utiliser une solution ferme. Oui. Donc mais là, c'est possible. Mais c'est oui, possible. oui, au final, ce sont toujours des. Enfin, là, on vous donne le cadre général, mais après, pour votre projet de copropriété, vous avez vu, chaque copropriété est unique en fonction de ses caractéristiques et des besoins des copropriétaires. Donc pour ça, moi, je vous inviterai de toute façon à revenir vers nous par le biais de la plateforme Coach CoPro si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé. Et ensuite, vous aurez un annuaire des professionnels, dont Rhizome, qui peuvent vous faire cet accompagnement-là, notamment sur la partie photovoltaïque. Donc une question spécifique par rapport aux consommations qui ont été indiquées. C'est pour confirmer que c'est bien à l'exclusion des consommations des appartements quand ce n'est pas du chauffage collectif, chauffage eau chaude collectif. Pour moi, c'est uniquement les parties communes dans notre immeuble. Oui, tout à fait. Si vous avez une installation photovoltaïque commune, on ne pourra pas l'utiliser pour la partie électricité privative. Oui. Alors, donc, Monsieur Vaudot, est-ce que vous aviez une assistance à maîtrise d'ouvrage pour votre projet, sachant qu'il était un peu au-delà du panneau solaire, mais vous étiez juste accompagné d'un maître d'œuvre? On a été, je veux dire, on est trois, quoi. On est deux, avoir une compétence, je dirais, électrique, technologique, etc. Et avec ceux qui ont répondu aux appels d'offres, mon dialogue, et petit à petit, on a tout fait, quoi. Derrière, c'est celui qu'on a choisi qui fait tout, hein. Oui, bien sûr. Il fait tout. Nous, le problème, c'est de choisir le bon, celui qui est compétent. Je peux dire vraiment que ça mérite d'avoir du conseil, peut-être. Nous, on avait, je vous dis, cette connaissance, mais un conseil syndical, normalement, ne l'a pas. Mais je peux vous dire que le prix moyen d'un panneau, tout compris, nous, si vous voyez notre prix, c'est à peu près 500 €. Si vous demandez EDF, ça sera 1000. NG, ça sera 1000. Et puis plein d'autres, ce sera 1000. Donc, mais par contre, c'est rassurant. Donc, si les copros sont prêts à payer, derrière, il faut challenger parce que c'est un panneau, ça vaut 150 €, hein, pas plus. Et, donc les gens vont vous dire, mais non, ça vaut 500 €. C'est pas vrai, aujourd'hui, un panneau, ça vaut 150 € TTC. Hein, donc, les prix ont baissé, mais par contre, les maisons individuelles rapportent beaucoup d'argent à plein d'entreprises parce que les individus ne connaissent pas et ils sont prêts à faire de l'écologie ou de l'autonomie, quel que soit le prix. En copropriété, il faut quand même regarder la rentabilité. Je vous dis, notre rentabilité est à 7-8 ans. Dans une maison individuelle, ça peut être 20 ans, 25 ans ou même jamais. Donc, chacun a sa solution. Oui, tout à fait.
Alors, nous avons encore beaucoup de questions, donc nous, on va devoir arrêter à 17 heures. Donc, vous avez là, il y a un certain nombre de questions qui sont vraiment très, très techniques, donc on va rester sur des questions un peu plus générales. Je vous inviterai à vous inscrire sur à remplir le questionnaire de satisfaction que je vais remettre dans le chat. Comme ça, vous recevrez les PowerPoint. Vous recevrez également des documents dont on a pu parler, le lien vers la plateforme Coach CoPro et également des exemples de copropriétés qui ont installé des panneaux solaires photovoltaïques, enfin panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sur Paris. Donc, ce sont des fiches de site. Donc, on va prendre donc une dernière question. Donc, il y avait oui, une question un peu qui doit se poser pour les installations un peu plus, enfin, qui ont déjà 10 ans. Est-ce que c'est pertinent de changer les panneaux avec des panneaux neufs ou est-ce que ça n'a pas d'intérêt d'un point de vue rentabilité, puissance, enfin voilà, sur le moyen terme? Je pense que on a installé il y a 10 ans. Les prix ont beaucoup baissé en 10 ans. Ils baissent beaucoup moins aujourd'hui. Les panneaux ne s'usent pas vraiment. Le remplacer, si vous êtes en limite de surface, pourquoi pas? Je dirais chaque cas est un cas particulier. Euh, Moi, je ne pense pas à changer nos panneaux dans le temps. J'utiliserai des mètres carrés supplémentaires. Les panneaux marchent tout le temps. Ça fait une. Vous savez, la rentabilité, nous, on a une rentabilité de 10%. Hein. On change la TVA. Tout à l'heure, on parlait de la TVA à 20 ou à 10. Nous, uniquement la TVA, ça change la rentabilité. C'est pour ça que j'ai insisté sur 10. On a 10 pour une copropriété. Donc là, remplacer les panneaux, il faut les enlever, amener un nouveau. Non. Moi, nous, on ne le fera pas. Mais tout dépend de l'installation. Vous avez peut-être mal choisi des panneaux il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous avez des panneaux à 400 watts crête. Hein. À l'époque, c'était peut-être 150, 200. Donc, si vous avez une surface limitée, vous pouvez doubler votre production. C'est un problème de coût. Tout est possible. Mm. Oui, effectivement, il y a 10 ans, on ne faisait pas les mêmes choses qu'aujourd'hui et les panneaux coûtaient beaucoup plus cher. Donc, c'est quand même une installation qui a dû coûter cher déjà et à les remplacer maintenant alors que les panneaux doivent encore avoir un bon rendement. Je pense que c'est pas vraiment utile. Après, ça dépend. Il faut l'étudier d'un point de vue financier. Comme disait Monsieur Vaudot, tout est possible. Très bien. Donc, bon, il y a encore des questions, mais qui sont assez techniques. Je pense notamment dans le cas d'une location de toiture, est-ce que le loueur peut prendre en charge l'isolation? Alors, je pense que ça peut être négocié, mais ça reste de la négociation du cas par cas. Hein, dans ce genre de dossier, c'est toujours comme ça que ça se passe. Après, vous avez des questions sur les câblages. Y a-t-il des optimisations photovoltaïques et pompes à chaleur pour l'eau chaude solaire collective d'une copropriété? Je ne sais pas si vous pourrez répondre là, mais vous pourrez en discuter éventuellement après le webinaire. Il y a des solutions. Voilà, il y a beaucoup de solutions qui sont testées dans tous les cas, donc ça pourrait être étudié si vous avez un cas particulier de copropriété. Là-dessus, on pourra vous donner plus d'informations. Donc, comme je vous ai dit, pour récupérer les PowerPoint et un certain nombre de documents complémentaires, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction que vous avez dans la partie discussion. Donc, vous allez recevoir ces éléments avant la fin de la semaine. Il y aura également un replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc, tous ces éléments-là pourront compléter l'information, sachant que si vous avez des questions précises, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme Coach CoPro. On pourra reprendre votre projet de rénovation et de pose d'installation dans le détail.
Je vous remercie, Monsieur Goncalves et Monsieur Vaudot, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à vous pour votre invitation et merci à tous pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.